Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Schéma directeur, thème, démocratie, gouvernance, paix et conflit en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. Depuis la fin de la décennie 90 et le début des années 2000, l'Afrique centrale est confrontée à des défis politiques énormes, des défis sécuritaires également. 3 pôles géographiques concernent ces défis. D'abord, la région des Grands Lacs, avec pour épicentre la République démocratique du Congo et le Burundi, son voisin. Ensuite, le fragile bassin du lac Tchad, impliquant la partie septentrionale du Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. Enfin, le golfe de Guinée, où la piraterie, les trafics maritimes illicites et les attaques en mer touchent le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. Schéma directeur, invité Leslie Varenne. Leslie Varenne est cofondatrice et directrice de l'IVERIS, il faut le signaler, qui est l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Il faut noter également que Leslie Varenne a été journaliste d'investigation pendant 20 ans. Elle est spécialiste de l'Afrique, elle connaît très bien ce continent sur lequel elle va régulièrement et auquel, on peut le noter, elle a consacré de nombreux articles, reportages, rapports et ouvrages. Ces nombreuses enquêtes et publications ont été également consacrées à la politique et à l'économie française et internationale. Elle a à son actif plusieurs ouvrages. Je peux citer par exemple Abobo la guerre, Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU, édition 1001 nuits, 2012. Dans ce dernier ouvrage, Abobo la guerre, elle dévoile, n'est-ce pas, les coulisses de la guerre 2011 en Côte d'Ivoire. Alors, merci Leslie Varenne d'être venue sur notre plateau. Bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, première question, pourquoi avez-vous écrit ce livre sur la guerre en Côte d'Ivoire? Vous me surprenez parce que je pensais qu'on allait parler de l'Afrique centrale et je ne m'attendais pas à parler de la Côte d'Ivoire, mais évidemment, si vous voulez, on va parler rapidement de la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je me trouvais en Côte d'Ivoire en tant que journaliste au moment de la guerre et que j'étais sur le terrain tout le temps. Après la guerre, je suis revenue pour enquêter parce qu'il y avait des choses qui m'avaient intriguée pendant le mois tout le mois d'avril. Et donc après, il y avait vraiment matière à un livre parce que c'est un morceau d'histoire, c'est une séquence de l'histoire ivoirienne qui est très importante et qui reste malgré tout très douloureuse. Je me rends compte auprès de nombreux Ivoiriens que je connais que la guerre a laissé des traces et c'est toujours douloureux pour un Ivoirien de parler de ce moment-là. Et donc c'est bien qu'il y ait une trace dans l'histoire de ce moment. Merci Leslie Varenne. Notre rencontre de ce jour va porter sur la démocratie, gouvernance, conflit et paix en Afrique centrale.
Vous y avez consacré beaucoup d'articles. Ce serait bien qu'on revienne sur ce sujet qui est aujourd'hui, qui est toujours d'actualité. On peut dire que le panorama géopolitique en Afrique centrale est marqué par des dysfonctionnements politiques et institutionnels, avec naturellement la fragilité des processus démocratiques et son lot de conflits électoraux. On l'a vu généralement. On l'a vu partout, dans toute partout, l'Afrique centrale. Pas longtemps encore au Gabon. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation quand on va prendre le pays cas par cas, vu qu'en Afrique centrale, il y a eu 6 élections présidentielles ont été organisées cette année dans cette partie, avec cette partie de l'Afrique, avec des fortunes diverses. Par exemple, le Tchad. Si vous voulez, toute l'Afrique centrale est une région du monde où on a l'impression que l'alternance n'est pas possible. C'est-à-dire que tous les chefs d'État qui sont en place depuis 27, 28, 26, 30, 33, même pour Paul Biya qui va bientôt faire ses 34 ans. Donc l'Afrique centrale on dirait qu'elle est, voilà, elle ne peut plus avancer, elle ne peut plus bouger, les chefs d'État ne veulent pas partir, et pourtant, les populations n'ont jamais été aussi demandeuses de démocratie. Elles n'ont jamais autant appelé à plus de liberté d'expression, et elles sont en demande de l'alternance, ce qui fait que chaque fois maintenant qu'il y a une élection dans ces pays, l'élection est truquée, évidemment, parce qu'il n'y a aucun de tous les chefs d'État d'Afrique centrale qui, s'ils se soumettaient à un verdict populaire, normal, démocratique, transparent, comme le veut la charte de l'UA d'ailleurs, on parlera de l'Union africaine après, mais il n'y en a aucun qui repasserait. Aucun. Donc, ils sont obligés de tricher, ils le font, et après, on entre dans des crises post-électorales qui n'en finissent pas. C'est par exemple le cas du Tchad. Le Tchad est emblématique de tous les problèmes que connaît l'Afrique centrale. Idriss Déby arrive au pouvoir par un coup d'État en 1991. Depuis, il n'a cessé de se maintenir au pouvoir, un pouvoir autocratique. Il n'a cessé de se maintenir au pouvoir. Il y a eu des élections en avril dernier. Tout le monde savait qu'il ne pouvait pas les gagner, parce qu'avant les élections, il y a eu des mouvements sociaux intenses au Tchad. En ce moment, il y en a encore, de toute façon. En ce moment, il y en a encore. Mais avant les élections, il y avait des mouvements sociaux, il y a eu la révolte des sifflets, il y a eu vraiment la population exsangue, n'en peut plus de toutes les caractéristiques qui sont symboliques de l'Afrique centrale, le népotisme, la corruption, la misère dans la population, l'accès aux besoins primaires qui est totalement absent. Enfin, on retrouve toutes ces mêmes choses partout. Malgré ça, Idriss Déby a fait une élection. Pourquoi ? On se demande même pourquoi ils font des élections, parce que ça leur coûte cher de faire des élections. Mais il fait une élection pour contenter la communauté internationale et de dire je suis démocratique, parce qu'on ne peut pas rester au pouvoir sans avoir d'élection. En même temps, elles sont trichées. Il fait le fameux coup KO. Il passe au premier tour avec 60% des voix, ce qui était carrément impossible. Et ça passe. Et après, il réprime les manifestations, l'opposition, etc. Mais le problème n'est pas fini au Tchad, puisque là, il y a grève sur grève, les caisses sont vides, il y a une crise économique à cause de la chute, la baisse du cours du pétrole, les caisses sont vides, les Tchadiens sont en colère, il y a des grèves sans arrêt, et Idriss Déby se maintient. On ne sait pas où ça va nous mener. Le problème, alors, Idriss Déby, c'est un peu aussi un cas à part, parce qu'il est sergent-chef de la région. Il est celui qui combat Boko Haram et AQMI. Sa position, la position du Tchad stratégique, fait qu'il est l'allié des Français et des Américains pour combattre Boko Haram et AQMI. Bon. Du coup, il se sent rassuré parce qu'il a des parrains très forts qui ont acté sa réélection et continue comme ça. Résultat, Idriss Déby n'est pas éternel. Il est en plus, pas dans un état de santé
mirobolant. Si Idriss Déby s'en va du jour au lendemain, s'il arrive quelque chose à Idriss Déby, c'est le chaos total. Donc on voit bien qu'à la fois ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire Idriss Déby est soutenu par les militaires français, enfin par la France, bien sûr, et par les États-Unis, couvrent son élection sous le principe ça ne peut pas être sous le principe de la valeur démocratique, mais on va dire sous la valeur du combat contre le terrorisme. On ferme les yeux sur le reste parce que Idriss Déby combat le terrorisme, mais en même temps, si Idriss Déby s'en va, que c'est le chaos, le pays va être à feu et à sang, et les terroristes vont rentrer. Il y aura un peu plus d'acmé, il y aura un peu plus de failles, si vous voulez. Donc on voit bien que cette stratégie de soutenir des gens comme ça n'est pas non plus très cohérente. Après le Tchad, il y a aussi qu'au Gabon, il y a encore l'histoire de l'élection qui n'est pas encore tout à fait réglée avec Jean Ping. Alors, le problème du Gabon est un peu particulier parce qu'il n'est pas aussi géostratégique que n'est le Tchad. Évidemment, Ali Bongo succède à son père Omar, donc là, on est sur une dynastie monarchique et Ali doit rentrer, si on cumule les années du père plus les années du fils, on doit rentrer dans la 50e année de pouvoir Bongo au Gabon. L'élection ne s'est pas non plus déroulée d'une manière absolument transparente. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les résultats du Haut-Ogooué étaient un peu olé olé. Donc ça pose un problème. L'autre problème que ça pose, c'est que on a en Afrique un problème avec toutes les oppositions, puisque ces pouvoirs autocratiques ont empêché les opposants de militer, de faire leur travail d'opposants, ou les ont achetés. Parce que depuis les années 90 et depuis le sommet de la Baule, où Mitterrand avait dit, souvenez-vous, c'est la prime à la démocratie, qu'ont fait les chefs d'État africains, particulièrement le chef d'État africain d'Afrique centrale, mais d'autres ailleurs, se sont dit, bon, on va créer des oppositions factices. Donc ils ont créé des oppositions factices, c'est des oppositions que j'appelle les oppositions alimentaires, où ils ont payé les opposants pour que les opposants ne soient plus opposants. Donc on se retrouve dans les pays, pour parler de l'Afrique centrale, on se retrouve avec des oppositions tout à fait affaiblies. Et ensuite, il faut tellement d'argent pour faire de la politique, mais ça, c'est pas seulement en Afrique, hein, c'est partout dans le monde. Regardez les élections américaines, ce que ça a coûté. Donc, il faut tellement d'argent pour faire de la politique que les seuls qui arrivent à émerger sont des opposants qui ont été des opposants du sérail. Donc on se retrouve avec un opposant, Jean Ping, qui est aussi comptable de presque toutes les années du père. Donc est-ce que Jean Ping est un véritable opposant? Ce qui était vraiment dérangeant dans la campagne gabonaise, c'est qu'on avait l'impression que c'était une histoire de famille qui se réglait et que les intérêts des Gabonais n'étaient pas pris en compte. Donc on a eu une campagne un peu délétère sur est-ce que Ali Bongo était le fils de son père, ce que je pense c'est pas le problème des Gabonais aujourd'hui. Le problème des Gabonais aujourd'hui, il est comme tout dans tous les pays d'Afrique, c'est le chômage, c'est comment on va manger, c'est comment les enfants vont aller à l'école et surtout comment on va se soigner. Enfin, et donc on a eu une campagne qui était essentiellement basée sur la gabonité, ce qui est toujours délétère. Et vous, en tant qu'Ivoirien, vous savez le prix que vous avez payé sur l'ivoirité. Donc voilà. Je suis un peu désemparée pour parler sur le Gabon parce que il n'y avait pas de bonne solution. On s'est aperçu, par exemple, au Burkina Faso, c'est exactement la même chose. Quand Blaise Compaoré est parti, les opposants, c'était des opposants qui étaient sur la place, qui avaient les moyens, et donc on se retrouve avec un président, Marc Roch Christian Kaboré, qui est comptable de 26 sur 29 du bilan de Blaise. Et aujourd'hui, il est à la tête du Burkina depuis un peu plus d'un an, si je me trompe. Et
et les Burkinabés déchantent, parce que c'est au fond le même système qu'on leur sort, et il n'y a pas eu un véritable changement, et on est un peu en train de leur voler la révolution. Donc c'est un peu le problème. Une des raisons essentielles, à mon avis, hein, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il n'y a pas d'alternance en Afrique centrale, mais une des raisons essentielles, c'est la faiblesse de l'opposition, c'est les faiblesses des oppositions. Et on le voit quand on sera sur d'autres pays, on le verra. Pour le Gabon, il y a deux grands perdants dans cette élection. C'est le peuple gabonais et l'alternance. Est-ce que le fait que l'Union africaine soit financée par l'Union européenne... Alors, sur la décision burkinabé, oui. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il y a eu un espèce... Alors, de la part des États-Unis, ils ont condamné très vite, tout de suite. L'Union européenne, je ne me rappelle plus de sa réaction. La France a été un peu attentiste sur ce dossier. Et après, il y a eu la CEDEAO, souvenez-vous, qui est arrivée pour gérer ce dossier. Mais sur le coup du putsch du Burkina, je ne pense pas que ça a été une décision de l'Union européenne, mais c'était bien une décision de l'Union africaine. D'accord. Vous avez parlé de la situation au Gabon. Il y a le Congo-Brazzaville qui... Là encore, la situation est encore compliquée avec le pôle, la région du pôle où il y a toujours encore des tueries. Alors, qu'est-ce qui ne va pas le Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville est dans une situation extrêmement compliquée et extrêmement grave. Donc, ça veut dire en Afrique centrale, tout est... je veux dire, parce que pour l'instant, si vous voulez, le Tchad, c'est compliqué. Et ça risque de s'enflammer. Le Gabon, à mon avis, ça va passer. Il n'y a pas de situation d'urgence au Gabon. Mais quand on arrive au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui se passe Sassou Nguesso est président depuis, si on calcule, avant les Souba et après les Souba, Sassou Nguesso est président depuis 33 ans maintenant. Il était, quand il fait les élections en mars, alors déjà, bien sûr, j'ai oublié de dire, pour le Tchad, il a fallu changer la constitution. Mais Idriss Déby avait été malin, il avait anticipé, il a changé la constitution, il me semble, de mémoire, c'est en 2005. Donc, Sassou Nguesso ne peut pas se représenter, donc il change la Constitution. Là, il y a la petite phrase de notre président français, François Hollande, qui est, je pense, une des erreurs majeures de son quinquennat. Il en a fait beaucoup, mais ça, c'est une des erreurs majeures de son quinquennat, qui dit, à la sortie, je crois, d'un rendez-vous avec Sassou Nguesso, Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. Cette phrase-là a été, je vous l'assure, parce que je me suis rendue au Congo-Brazzaville et je suis restée quand même un long moment, cette phrase-là n'est absolument pas passée chez les Congolais. Donc, il change la Constitution pour pouvoir se représenter et il va aux élections. Il ne pouvait pas les gagner. C'était impossible, parce que cette fois, il y avait une opposition structurée qui avait adopté une stratégie qui était assez intéressante, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter un candidat contre Sassou Nguesso, ils avaient présenté des candidats de toute la région. Donc toutes les ethnies et toutes les régions du Congo étaient représentées. Il ne pouvait pas la gagner. Il ne l'a pas gagnée d'ailleurs. Il a lui aussi fait un coup KO. C'est très à la mode. C'est la démocratie. Plus ça va vite, mieux c'est. Et il a été, je ne me souviens plus du chiffre, mais enfin c'était au-dessus de 50%. Alors que son surnom maintenant chez les opposants congolais, c'est Monsieur 8%. Il en a peut-être fait 10 ou 12, mais il n'en a pas fait plus que ça. Et il s'est intronisé président, et depuis il est président. Là-dessus,
il y a eu, bien sûr, des répressions. Le principal, celui qui est arrivé deuxième, alors là encore, il y a des problèmes s'il a été deuxième ou troisième. Moi, je pense qu'il était deuxième. Après, peu importe. Jean-Marie Michel Mokoko est en prison. Et le 4 avril, Sassou Nguesso a commencé à aller attaquer les quartiers sud de Brazzaville, où c'est des populations qui lui sont majoritairement hostiles depuis toujours. Et ensuite, il a commencé à attaquer le Poul. Et alors, c'est là où on est dans une situation absolument dramatique. Mais il prend pour prétexte la traque du pasteur. Il cherche, je pense qu'il cherche vraiment le pasteur Toumi, ce qui pose quand même un problème, parce que si depuis le 4 avril dernier, nous sommes fin novembre, il n'a toujours pas trouvé le pasteur Toumi, c'est que, et que pour ça, il a besoin d'aller bombarder des villages entiers, d'aller massacrer des populations entières, c'est que son armée, sa police ne sont pas efficaces. Et qu'il n'hésite pas à massacrer un peuple entier pour trouver un seul homme. Je pose juste un petit problème. Ce qui pose le grand problème qui se passe en ce moment dans le Poul, c'est que ça fait donc depuis avril que des populations sont terrorisées, sont bombardées, sont arrêtées. Il y a des viols, il y a des enfants en carence alimentaire, il y a des blessés, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais ni dans les médias, ni les politiques, ni même les organisations humanitaires, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a une région qui rassemble à peu près 300 000 personnes, qui vit un huis clos depuis 7 ou 8 mois, et personne ne s'en soucie. Il y a encore, tous les jours, je suis en contact avec des gens du Poul, je reçois des messages WhatsApp. Je pense que les populations d'Afrique centrale obtiendront peut-être, auront peut-être des victoires grâce à WhatsApp, parce que c'est comme ça qu'elles arrivent à faire passer des messages. Et c'est d'ailleurs comme ça, et les présidents le savent, parce qu'ils coupent Internet souvent à cause de ça. Mais on est dans une situation proprement ahurissante, où des milliers de personnes sont en danger et personne ne s'en préoccupe, et aucune organisation humanitaire, ni la Croix-Rouge internationale, ni Médecins du Monde, ni Médecins sans frontières ne sont venus apporter leur aide. Et personne ne dénonce. C'est comme si ce qui se passait dans la région du Poul n'intéressait personne. On parle de plus de 1000 morts. Alors, il y a plus. Il y a plus. Morts, 30 000 il y a plus. Moi, je suis cette situation depuis avril. Je suis en contact. J'essaye de faire des petits schémas, voir combien dans les villages de Soumouna, dans les villages de. Enfin, j'essaie de. J'étais en juillet, j'étais à 2 ou 3 000 morts, mais c'est reparti à la fin septembre. Donc, on a dépassé ces chiffres de loin. Et il va continuer combien de temps? Il peut faire ça combien de temps? Il est dans une situation économique également exsangue. Il y a un chômage important. Il n'est pas légitime. Les populations n'en peuvent plus. Ça va durer combien de temps? On n'a pas de réponse. Mais ça ne durera pas 33 ans. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on doit continuer l'émission, c'est extrêmement déprimant et décourageant. Je dois dire que l'Afrique centrale en ce moment est déprimante et décourageante. Bon, je ne sais pas si on parle de la Guinée équatoriale, mais la Centrafrique avant, bon, ça dépend. Bon, Guinée équatoriale, c'est 33 ans aussi, au Biang. Bon. Je dirais que c'est un peu le glacis, il ne se passe rien. Malabo a quand même beaucoup d'argent lié au pétrole. Les rues de Malabo sentent le pétrole. Bon, on a quand même... Il ne se passe rien, c'est le glacis.
bon, on peut mettre... en plus, c'est pas le pays que je connais le mieux, et c'est pas un pays... ils vont attendre que Obiang passe la main, je pense. À son fils, peut-être? Non, je pense pas, parce que son fils a quand même pas mal de casseroles. S'il voulait passer la main, ça ferait beaucoup quand même. Enfin bon, on peut toujours... Et la République centrafricaine? Bon, la situation est plus ou moins... en ce moment, on peut dire que, bon, avec le nouveau président Touadéra, ça commence à... Alors, la République centrafricaine... La République centrafricaine, c'est la seule élection, avec celle de Sao Tomé et Principe. C'est les deux, on peut dire, qui ont été, bon, qui sont passés acceptables. Qui sont passés dans des conditions acceptables. Et je pense que, du coup, Touadéra est légitime. Cela dit, ça pose un autre problème, c'est qu'il est légitime à la tête d'un État failli. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas d'armée. Il n'a pas d'institution forte. La Centrafrique, c'était Sangaris, 1600 hommes pour un territoire aussi grand. L'opération Sangaris, c'était l'opération française. Qui est partie. Alors, il laisse 360 hommes en Centrafrique. Et la MONUSCO qui font... Enfin, c'est pas la MONUSCO, pardon. MONUSCO, c'est RDC. C'est la MISCA. MISCA, ça. La MISCA, voilà. Donc, il est à la tête d'un État, et quels moyens il a? Sur la Centrafrique, quand même, il faut dire un mot de l'opération Sangaris. Je fais pas mal de parallèles entre la Centrafrique et le Mali, parce que je pense qu'ils se ressemblent. Il y a des points communs entre ces deux États faillis, avec des problèmes de groupes armés, de sécurité, et qui ont eu des opérations étrangères, notamment 2 opérations françaises. Au Mali, il y a eu Serval puis Barkhane, et puis là, on a eu Sangaris. Sangaris, c'était presque un échec annoncé. On envoie très tardivement une opération et on demande aux militaires français, qui sont compétents, mais on demande aux militaires, on ne donne pas de but politique aux militaires français. On leur demande juste d'arrêter et de séparer les Séléka des Balaka. Mais ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas... Il n'y a pas de ligne politique, tout comme Barkhane n'a plus aucune ligne politique. Donc, on arrive, on met des soldats, puis un jour on les retire. Mais aujourd'hui, la Centrafrique, elle est dans le même état que quand le Sangaris est venu. C'est-à-dire, les Séléka sont toujours là, les conflits sont toujours là, et on s'en va au moment où c'est en train de repartir. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On n'en sait rien non plus. Quelle est la suite? Donc oui, il y a eu une élection, mais une élection, pourquoi faire? C'est la grande question. Voilà. Donc qu'est-ce que peut faire le président? Il a tellement de travail, je veux dire, il faut qu'il renforce toutes les institutions, il faut qu'il crée, il faut qu'il ait une armée, il faut qu'il puisse payer l'armée et la police, il faut qu'il puisse chasser les fonctionnaires, qu'il puisse chasser les Séléka qui viennent du Soudan, dont une partie vient du Soudan. Et puis il y a tous les trafiquants de bois, enfin voilà. Tout à l'heure on va y revenir, d'accord. Allons-y, à côté aussi, il y a le Congo, la RDC, où en ce moment, Joseph Kabila est en train de se maintenir. Il devait avoir des élections ce mois. On parle de transition, une partie de l'opposition est d'accord, une autre n'est pas d'accord. La communauté internationale demande aux opposants d'aller à la table de dialogue. Alors, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Là encore, on est dans un schéma où Kabila père, Kabila fils, on est sur
Kabila père arrive en 96, on est en 2016, 20 ans. Ça passe vite. 20 ans d'une dynastie. Depuis 3 ans, la Constitution interdit à Joseph Kabila de se représenter pour un deuxième mandat. Parce que ce qu'il a fait de la mort de son père en 2001 jusqu'en 2006, ça compte pas. Donc il a eu 2 mandats. La Constitution interdit à Joseph Kabila de se représenter. D'avoir plus de 2 mandats. D'avoir plus de 2 mandats. Donc de se représenter. Et depuis 3 ans, Kabila cherche comment il peut rester au pouvoir. Alors, bien évidemment, comme tous ses homologues ont changé la Constitution, il s'est dit, pourquoi pas moi? Et donc, oui, pourquoi pas lui? Sassou Nguesso l'a fait, Nkurunziza au Burundi l'a fait, Déby l'avait fait avant lui, et puis son voisin Paul Kagame l'a fait aussi. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Donc lui, il dit pourquoi pas moi? Alors pourquoi pas lui? Parce que lui, d'abord, il est à la tête d'un pays éminemment stratégique et qu'il a un peu aussi, depuis la feuille de route que les Occidentaux lui avaient donnée, il ne l'a pas très bien réalisée. Donc, pourquoi pas lui? Voilà. Et puis, pourquoi pas lui? Parce que les Congolais se révoltaient. Ils n'ont pas laissé passer ça, les Congolais. Donc, il n'a pas pu changer la Constitution pour pouvoir se représenter. Donc, vous savez bien qu'en Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre. Donc, s'il ne pouvait pas se représenter, eh bien, il n'a pas organisé d'élection. Et la Constitution fait que le 19 décembre au soir, c'est la fin constitutionnelle de son mandat. Donc, il cherche depuis comment rester. Et en plus, dans la Constitution de 2005, il y a ce fameux article 64 qui demande aux Congolais de défendre leur constitution, donc de se révolter si la constitution n'est pas respectée. Donc normalement, si un Congolais descend dans la rue le 20 décembre, à la fin du mandat de Kabila, lui, il est dans les clous de la constitution, puisque c'est la constitution qui lui le demande. Bon, après, Kabila essaye d'user des stratagèmes. Alors le stratagème pour opérer ce qu'on appelle en RDC le glissement, c'est le dialogue. Donc on dialogue. On va lui demander, on dialogue. Mais on dialogue avec qui? Les opposants, certains opposants, comme Tshisekedi, comme le MLC de Jean-Pierre Bemba, n'ont pas été à cette table du dialogue. Et puis il y a d'autres opposants, alors, que moi j'appelle un peu facilement les opposants alimentaires. Ceux qui trouvent beaucoup de raisons matérielles à aller s'asseoir à une table. Peut-être pas forcément aussi. Comment? Peut-être pas forcément aussi. Peut-être pas forcément, mais... Pour des raisons peut-être autres qu'alimentaires. Oui, alors, Vital Kamerhe de l'UNC a participé à ce dialogue, il pensait qu'il allait être Premier ministre, et puis au dernier moment, ça lui a échappé, et puis c'est un autre opposant du parti de l'UDPS, du parti de Tshisekedi, Badibanga, qui est devenu Premier ministre. Il y a un problème sur lui. Il paraîtrait qu'il... il a bien la double nationalité. Belge et ça ne fait pas de souci. Oui, il a la double nationalité. Donc ça, je ne sais pas comment on va savoir. La RDC, c'est tellement un gros problème que je n'essaie même pas de savoir comment ils vont se dépêtrer de celui-là. Mais donc, Badibanga, c'est quelqu'un de l'UDPS, mais depuis 2011, Tshisekedi l'avait, comment dire, ne l'avait plus adoubé. Donc c'est une partie de l'UDPS qui a trahi l'autre partie. Donc on sait bien que Badibanga, c'est pas un militant pur et dur de l'UDPS. En même temps, Kabila n'est pas idiot, c'est un bon stratège. En prenant quelqu'un
qui est d'origine de l'UDPS, il pense que peut-être il va pouvoir ramener tout le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le 19 décembre? Donc là, les pronostics sont ouverts. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, je n'en sais rien. J'ai tendance à penser que le 19 décembre, les populations vont sortir. Que le 20 décembre, les populations vont sortir. J'ai tendance à penser ça. Et je pense que si les populations sortent et que ça va être violent, parce qu'il faut savoir quand même que Joseph Kabila, depuis 3 ans, se réarme, se prépare. À ce moment-là, il y a une opération, je ne sais plus, c'est Marteau d'Acier, qui est préparée à partir du 15 décembre. Donc, est-ce que les Congolais vont sortir en prenant le risque de se faire tuer comme ils se sont fait tuer lors du 19 septembre dernier? Est-ce qu'ils vont partir quand même? Je n'en sais rien. Et ils vont rester chez eux? Je ne sais pas. Mais quand même, j'étais à Kinshasa en mai lors d'une manifestation. Et j'ai interrogé des gens qui manifestaient. Et j'ai été très très surprise de la volonté, de la détermination des manifestants. Et je me souviens d'un monsieur qui avait l'air vieux, mais qui ne l'était pas. Je crois il avait l'air vieux parce qu'il était fatigué, usé, et qui me disait on se battra, on sortira, on le chassera. C'est pas pour nous. Nous, notre génération a déjà échoué. C'était très émouvant ce qu'il disait. Notre génération a déjà échoué, mais on se battra pour nos enfants. Donc on verra bien d'ici le 19... Alors, ce qui est très curieux dans cette affaire, parce que la RDC est surveillée comme le lait sur le feu par ce qu'on appelle les pays occidentaux, mais je pense que depuis l'élection de Trump, on verra ça en conclusion, mais c'est un vocable, c'est un mot qu'on va avoir plus de mal à utiliser. Mais en tout cas, l'Union européenne, les États-Unis, la France, la Belgique, l'œil sur... ont les yeux tournés parce qu'ils savent que si cet endroit-là, c'est quand même 80 millions d'habitants, c'est stratégique. Si cet endroit-là pète, bon. Donc, depuis 1 an maintenant, il réitère des déclarations fortes. Il faut respecter la Constitution, il faut respecter la Constitution, il faut respecter la Constitution. Et depuis le 19 septembre, où on sait, puisque la Commission électorale nationale indépendante n'a pas appelé au vote, qui devait avoir lieu le 27 novembre, on sait que la Constitution n'est pas respectée. Et là, il continue à dire qu'il faut respecter la Constitution, mais elle est déjà plus respectée. Mais en même temps, il demande aussi à l'opposition d'aller à la table du dialogue. C'est ça que je ne comprends plus, parce que ça, c'est récent. Hein. C'est récent, et il demande à l'opposition de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mais en septembre, eux disaient il faut respecter la Constitution, Kabila doit tenir des élections, et puis maintenant on dit à l'opposition, allez dialoguer. Non, l'opposition, elle est dans son rôle, elle a la résolution 2277, la Constitution est claire, le 19 décembre il doit s'en aller, pourquoi maintenant on dit à l'opposition, allez dialoguer? Mais ce qui prouve que à part l'arme économique et geler les avoirs et mettre des sanctions, et on sait très bien que les sanctions économiques, ça ne marche jamais sur rien, qu'en plus les dirigeants ne sont pas fous, donc même si ils ont mis de l'argent dans des pays européens, je pense qu'ils en ont mis ailleurs, ça ne marche pas. À part ça, quels outils ils ont? Est-ce qu'ils ont pensé à un plan B? Alors qu'on sait depuis longtemps que Kabila va s'accrocher au pouvoir. On sait depuis longtemps que Kabila
prépare l'après-19 décembre. Il n'y a pas de plan B. Donc on va arriver au 19 décembre et on va constater si ça pète. On aura les yeux pour pleurer. On va faire quoi? Oui, ça c'est un autre problème. On suit de très près la situation dans ce pays. Vous avez légèrement parlé de Burundi. La situation est la même puisque Nkurunziza a dû changer la constitution pour se faire réélire. La situation est toujours tendue là-bas et il serait bien d'en dire un mot. Alors, Nkurunziza, c'est un peu par la porte du Burundi que tous les autres vont s'engouffrer, parce que Burundi c'est 2015, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Et que tous les autres vont s'engouffrer. Parce que Nkurunziza, en fait, il modifie, c'était les accords d'Arusha, il ne fallait pas compter, enfin, bref, il fait son petit truc. Mais il se maintient au pouvoir et personne ne dit rien. Et c'est un peu la genèse de tout ce qui va se passer en 2016, puisqu'on n'a rien dit à Nkurunziza, puisque Nkurunziza est toujours en place, et ben, nous on va changer notre constitution et dans cette brèche, on va changer notre constitution, on va tricher, on fait ce qu'on veut, de toute façon, ils ne vont rien dire. Et la preuve, Sassou Nguesso est là. Hein. Personne n'a rien dit. Hein. Idriss Déby est là. Donc pourquoi Kabila sera là. Il est déjà là. Et Kabila, jusqu'au 19 décembre, on ne peut pas dire il est encore là. Le 20 décembre, on pourra dire il est encore là. D'accord. Mais jusqu'à cette date-là, voilà, il a encore un mois. Il y a un autre pays aussi qui, bon, c'est la tradition en Afrique centrale, hein, tous les présidents ont au moins 25 à 30 ans. Il y a l'Angola, avec Eduardo dos Santos. Alors, le président angolais a dit quelque chose d'absolument surprenant, c'est que en Angola, les élections doivent avoir lieu en 2017. Et il a dit je lâcherai le pouvoir, je partirai de la présidence en 2018. Alors que les élections, c'est 2017. Oui, donc, c'est une stratégie, peut-être qu'il va c'est une stratégie, comme en Côte d'Ivoire, il va tout de même un vice-président. Voilà, pour assurer son mandat, pour assurer la continuité. Pour dire quand même que je ne sais pas comment les alternances vont pouvoir être forcées en Afrique centrale, mais à un moment donné, il faudra bien forcer ces alternances. On ne peut pas être pessimiste. Leslie Varenne, j'ai lu une de vos publications dernièrement qui est alternance impossible en Afrique centrale. Oui, Afrique centrale, l'impossible alternance. Pourquoi vous dites ça? Vous le voyez bien. C'est un constat. Ce n'est pas une prévision, c'est un constat. Est-ce qu'il y a eu une alternance en Afrique centrale depuis les années 90? Peut-être que le 19 décembre, on en aura une. Je l'espère. Je l'espère parce que les Congolais ont beaucoup souffert. Il y a déjà eu 6 millions de morts dans ce pays, dont d'ailleurs qui n'ont intéressé pas grand monde. Donc j'espère que Kabila aura la sagesse de dire « je pars ». Il y a des gens qui le croient, moi je ne le crois pas. Je crois qu'il n'a pas fait tout ça depuis les 3 dernières années pour dire « je pars le 19 décembre » et je crois qu'il va se maintenir et je crois qu'on va aller vers une catastrophe. Mais sur le Burundi, vous n'avez pas fini. Là. Sur le Burundi, il y a une chose qui rend optimiste au Burundi, c'est que parce que c'est un pays qui a vécu un génocide et qui a eu un problème, qui a eu une guerre civile entre Hutus et Tutsis. Et là, c'est vraiment devenu un problème politique et ça n'est pas un problème ethnique. Et je pense que ça, c'est une chose... Est-ce qu'on ne peut pas craindre un autre génocide dans ce pays, avec les conditions actuelles? Non, mais il ne faudrait pas... non, je ne pense pas. Et je pense que les Burundais n'en veulent pas, ne sont pas prêts à ça. Il ne faudrait pas quand même que Paul Kagame
le président rwandais, qui est un spécialiste en la matière, vienne jeter de l'huile sur le feu au Burundi. Et d'après d'après des gens qui savent mieux que moi sur le Burundi, Paul Kagame jouerait un peu avec le feu dans ce pays. Parce que malheureusement, c'est les deux peuples, les Tutsis et les Hutus, qui sont dans les deux pays. Oui, c'est pour ça que Kagame aimerait bien qu'un Tutsi soit au pouvoir au Burundi. Parce que s'il y a quelqu'un d'ethniciste, c'est Kagame quand même. Donc, mais apparemment, ça ne prend pas au Burundi. Mais encore une fois, j'ai un peu de mal à parler de ce pays. Je vous comprends. Vous avez fait le tour de la question sur tout le pays. Ce que je voulais dire, et parce que vraiment ça me paraît important, je pense qu'à un moment donné, les populations africaines sont là, elles voient ce qui se passe dans le monde entier, elles ont elles aussi envie d'alternance. Vous voyez, chez nous, ce qui s'est passé lors des élections, il y a un ancien président, on ne voulait plus, il est parti, même si on n'est pas dans une démocratie. Il a voulu revenir à ces jours-ci. Mais donc, même si on n'est pas dans une démocratie exemplaire et qu'on est souvent dans une illusion de démocratie, mais au moins les populations africaines, pour elles, ça a du sens. Et je pense que la révolte viendra, non pas des opposants, mais la révolte viendra des populations. Et je pense qu'il y a des choses qui se passeront dans ce sens-là, comme en ce moment c'est en train de se passer au Tchad. Au Congo-Brazzaville, ça ne peut pas se passer, il y a le pool, mais les révoltes viendront de là. Et je pense aussi à autre chose qui est à mon avis très important. Il y a une diaspora africaine partout dans le monde qui compte, par exemple, il y a 10 millions de Congolais, Congo-Kinshasa, ailleurs, enfin, dans le monde entier. Et je pense que, n'étant pas dans leur chaudron et n'ayant pas les problèmes de répression, de corruption, etc., elles ont un rôle à jouer fondamental pour les alternances. Je crois beaucoup au réveil des diasporas et je pense que si on veut forcer les alternances, ça viendra à la fois d'une aide de la diaspora et d'une révolte populaire. Merci. Avant de continuer sur l'Afrique centrale, je voulais qu'on fasse une petite incursion. Vous parlez à l'instant d'opposition alimentaire, des opposants qui se font toujours acheter par les régimes en place. Par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que vous connaissez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir. Le fait d'être à l'extérieur, je garde toujours, c'est un sentiment tout à fait normal. Quand on regarde aujourd'hui les problèmes du parti de Laurent Gbagbo qui est incarcéré à La Haye, le FPI, que vous connaissez, quelle analyse vous faites de cette division aujourd'hui, une confusion qui s'est installée au sein de ce parti? Très rapidement, parce que c'est pas le sujet. Vous parlez de l'opposition qui n'arrive pas à se... Moi, alors, il y a maintenant 2 FPI, pour que, je pense que tous les gens qui vous regardent ne sont pas ivoiriens et ne connaissent pas forcément. Donc je leur explique. Il y a maintenant, le FPI est scindé en 2, avec un FPI qui est resté fidèle à Laurent Gbagbo, et puis un FPI dirigé par Afin Guessan, qui... Bon, même s'il dit qu'il est toujours fidèle à Laurent Gbagbo, en tout cas, il n'est plus dans la ligne du FPI Laurent Gbagbo. Alors moi, j'ai résolu ça de ces 2 FPI. Il y en a un que j'appelle le FPI de Laurent Gbagbo, je l'appelle le FPI Canal historique. Parce qu'en plus, c'est un grand parti qui a une histoire, qui a lutté pour le multipartisme, qui est très structuré. Donc voilà, c'est le FPI Canal historique et puis après c'est l'autre FPI. Comment vous appelez ça, l'autre FPI? L'autre FPI, je ne vais pas donner de nom, mais le FPI de Laurent Gbagbo, je l'appelle le FPI Canal historique. D'accord. Vous savez, il y avait le FLNC Canal historique. Bon, voilà. Donc c'est les durs là. C'est le FPI. Comment vous appelez Comment? C'est un pays, c'est le dur. Oui, c'est les fidèles, à leur ligne, à leur parti.
c'est les radicaux, mais aujourd'hui je sais que le terme radical est devenu très péjoratif, mais être radical c'est pas péjoratif, c'est ceux qui gardent leurs convictions et qui sont fidèles à leur ligne, etc. Et puis il y a le FPI à Finguesson. Alors je ne m'intéresse pas beaucoup à ce côté-là du FPI, parce que je ne suis pas sûre que le FPI d'Affinguesson soit très populaire et ait beaucoup de militants mais avec lui. En tant que chercheur, vous avez quand même une analyse là-dessus, une vie là-dessus. Oui, bien sûr, mais vous savez très bien comme moi comment Affinguesson a pris le FPI, je ne veux pas vous l'expliquer. Non, mais pour ceux qui nous regardent, vous avez dit que c'est une affaire pas très facile, il faut expliquer. Non, je pense, alors après ça a sûrement évolué, mais je pense que le président Alassane Ouattara avait, mais ça c'est des techniques qui sont justement en place dans toute l'Afrique centrale, c'est que le président Alassane Ouattara, devant un parti aussi fort que le FPI, avec un soutien aussi fort à son chef qui est à la CPI, avait besoin de casser ça pour affaiblir le FPI et pour présenter un parti d'opposition plus respectable et qui était le FPI respectable d'Affinguesson, qui pouvait aller aux élections, avec qui on pouvait dialoguer, etc. Donc il avait besoin de casser cette dynamique-là. Après, je ne sais pas comment Affinguesson a évolué, parce que voilà, et peut-être qu'il n'est plus... Il y a eu 9% à l'élection présidentielle. Voilà, oui. Et donc peut-être qu'il n'est plus dans cette stratégie-là, mais vous savez, Alassane Ouattara n'a pas fait ça qu'au FPI, il a fait ça aussi au MFA. Le MFA avait un président, c'est Anaki Kobena. Et puis du jour au lendemain, il est arrivé dans son bureau et il y avait quelqu'un d'autre qui disait non, c'est moi qui suis président, donc il y a 2 MFA. Alors il y a aussi le MFA Canal Historique, c'est celui d'Anaki Kobena. Puis l'autre, pas tellement parce que je ne sais pas s'ils ont des militants. D'accord, on va revenir à l'Afrique centrale. C'est un sujet, vous nous ferez l'honneur de revenir dans ce studio, j'espère, pour parler de la Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Vous avez parlé en plus de l'Afrique centrale, mais on peut dire qu'en plus des dysfonctionnements politiques et institutionnels, il y a d'autres défis importants que les pays de l'Afrique centrale doivent relever. C'est comme tous les pays d'Afrique d'ailleurs. Il y a d'abord le problème de la gouvernance et celui de la corruption. Vous avez écrit beaucoup sur ce sujet. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le problème de la gouvernance en Afrique centrale et en Afrique et le problème de la corruption? Vous en avez parlé un peu. Mais si vous voulez, j'aime pas ces mots bonne gouvernance, parce qu'il y a tout un espèce de langage aujourd'hui c'est à la mode. Qui est très à la mode et qui veut absolument rien dire. Alors après, on donne l'indice mot Ibrahim de la bonne gouvernance, et puis Transparency International fait des taux sur la corruption, etc. Bon, ça va de pair avec l'alternance. Quand vous avez une famille qui est là, avec tout ce que représente la famille en Afrique, quand vous avez une famille qui est là depuis 33 ans, et que ça fait 33 ans que lui, le cousin, le tonton, le frère du village ont toutes les régies financières, et que tout se partage comme ça, comment voulez-vous qu'on parle de gouvernance ? C'est impossible. Comment voulez-vous qu'on parle de bonne gouvernance ? Il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance. Je veux dire, une bonne gouvernance, c'est des institutions fortes, il y a une alternance, le type laisse sa place à quelqu'un d'autre qui gère, qui regarde les comptes, et voilà. Et puis, si il y a des trous dans les comptes, il est au tribunal et il doit rendre des comptes. Mais dans des conditions comme celle-ci, comment voulez-vous on n'a pas parlé du Cameroun, il faut aussi en parler, mais dans un pays comme celui de Paul Biya, où la corruption est un truc
Vous avez parlé des présidents qui sont là depuis 33 ans et je commence à avoir mal à la tête. Ben voilà, il y avait Paul Biya dedans. Je ne vais pas ajouter un autre trentenaire. Voilà, donc Paul Biya a créé un tribunal spécial pour la corruption. Mais alors, c'est fantastique. Donc déjà, pour aller dans ce tribunal, il faut avoir fait une corruption au-delà d'un certain montant. Ouais. D'un certain montant, je me souviens plus du montant. Mais, et puis, en fait, c'est une arme de destruction pour les gêneurs ou les opposants. C'est-à-dire que comme tout le monde, comme au Cameroun, tout le monde mange, le jour où vous passez devant ce tribunal, c'est que vous n'êtes pas en état de grâce, et c'est ce qui est arrivé à l'opposant Marafa. C'est que vous n'êtes pas en état de grâce. Est-ce que Marafa avait été corrompu sur l'avion? Je ne rentre pas là-dedans, mais en tout cas, Marafa croupit dans les geôles, c'était un opposant, et il a été condamné pour corruption. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait une bonne gouvernance? Comment voulez-vous qu'il y ait une justice? Comment voulez-vous qu'il y ait des institutions fortes dans ces pays-là? Moi, mes amis camerounais me disent qu'ils habitent au Gondwana. Vous savez, le célèbre... de Maman, là. Oui, le célèbre humoriste d'RFI. Donc, Paul Biya, alors j'ai appris cet après-midi que Paul Biya ne sera pas au sommet de la francophonie à Madagascar, probablement pas. Qui commence demain le 20, aujourd'hui nous sommes le 25, c'est ça? 25, c'est le 25, donc le 26 novembre, c'est ça. Voilà, et il n'ira probablement pas au sommet de Madagascar, ce qui est très rare chez Paul Biya, parce qu'il est très peu présent dans son pays, mais il est toujours présent au sommet. Ce qui voudrait dire qu'il n'est pas en très bonne santé non plus. Donc la succession de Paul Biya n'est pas préparée. Il a 33 ans de pouvoir. S'il arrive quelque chose, on est quand même dans un pays où il y a Boko Haram. Si en plus la RDC s'embrase, on est dans un cas de figure où vraiment nos décideurs devraient quand même être très très inquiets de la suite qui va arriver dans cette région d'Afrique centrale. Nous sommes toujours en Afrique centrale et il s'agit aussi, quand je parlais de défis, hein, c'est bon, on a parlé, c'est le conducteur, hein, de bonne gouvernance et des problèmes de corruption. Il y a aussi le problème de la situation humanitaire aussi, voilà, et des droits de l'homme. Voilà, la situation humanitaire, tout à l'heure vous avez parlé de la région du pôle. La situation humanitaire, elle est catastrophique dans la région du pôle. Elle est catastrophique dans l'est de la RDC aussi. Bon, bien qu'en RDC, ils ont énormément d'organisations humanitaires qui sont présentes depuis des années. Mais on n'a pas parlé de l'ONU d'ailleurs, on aurait pu faire un passage là-dessus. Non, c'est sur mon conducteur. D'accord, ok. Parce que on n'allait pas échapper à sur la MONUSCO en RDC. Donc les situations humanitaires, moi je n'appellerais pas ça situation humanitaire, j'appellerais situation sociale. Parce que normalement, dans des pays qui sont aussi riches, parce que l'Afrique centrale, on a quand même oublié de le dire, mais c'est le grenier à minerais du monde. Et en gaz, en pétrole, en coltan, en pierre, en manganèse. Regardez un pays comme le Gabon, c'est le manganèse, l'uranium, ils avaient de l'uranium, du pétrole, du bois. Et donc, en plus, un pays comme le Gabon, c'est 1 million et quelques d'habitants. Ils disent 1,8 million, je ne suis pas sûre qu'ils les aient. Mais ils devraient vivre comme dans un émirat. Je veux dire, tous les Gabonais devraient avoir le RSA, avec l'argent qu'ils ont fait depuis. Donc, ce n'est pas tellement un problème humanitaire, c'est un problème social. Où va la richesse et comment elle est redistribuée. Et les Africains qui ont eu la chance de naître dans des pays si riches sont extrêmement pauvres et s'appauvrissent de plus en plus.
c'est une injustice. Alors, c'est un peu stupide de dire ça, parce qu'on a l'impression que c'est du b.a.-ba, mais oui, mais il faut revenir au b.a.-ba. C'est d'une injustice flagrante. D'accord, mais alors, quand on vous voit parler à l'Est de la situation dans ce pays-là, on vous sent un peu désespéré. Mais pourquoi vous continuez à faire des recherches sur ce pays-là? Vous parlez beaucoup de pessimisme, vous vous voyez désespéré. Alors, mais pourquoi vous continuez à faire... Non, mais... Ça, je le sens... non, mais... alors, moi, je suis une éternelle optimiste, mais de temps en temps, il y a des constats qui sont terribles à faire, et je dois dire que... c'est vrai, l'Afrique est en feu. J'ai l'impression que personne ne le voit. Sur le pool, on doit être 2 en France à s'intéresser à cette situation et à dénoncer cette situation. C'est un journaliste de Paris Match, qui s'appelle François Delabarre, je crois, qui a fait des papiers là-dessus. Et moi, sinon, le pool n'existe pas. Donc, on a l'impression parfois, oui, on est un peu en colère, il y a des situations d'urgence, il y a des situations où... et puis vous savez, avec les réseaux sociaux, les photographies des cadavres, elles sont dans WhatsApp, hein, je les reçois toute la journée, qu'elles viennent de RDC ou qu'elles viennent du Congo-Brazzaville. C'est pas une situation toujours facile. Donc oui, on est un peu parfois désespéré, parfois on en a marre, mais c'est pas une raison pour non plus se désintéresser de ces sujets. Faut pas être sérieux. Je vous comprends, on va évoluer dans notre conducteur, malgré tout. Ouais. la sécurité intérieure, vous en avez parlé, et surtout transfrontière des pays de l'Afrique centrale est toujours menacée, à la fois par des trafics illicites, et puis par des groupes armés, ça on le sait, hein, ou des groupes terroristes quand on parle de Boko Haram. Qu'est-ce qui explique leur facilité à se multiplier pour avoir des ramifications justement transfrontières? Si vous voulez, on revient toujours au même problème. On est avec des présidents autocrates qui pratiquent la corruption, le népotisme, et qui ne font rien pour créer des institutions fortes. Donc, l'armée, alors si, je pense que Sassou Nguesso a une armée quand même, mais ce qui n'empêche pas de faire appel à des milices privées. Mais en Centrafrique, il n'y a pas d'armée. L'armée congolaise, l'armée du Congo, Kinshasa, est sous-payée. Au point que s'ils veulent manger, ils sont obligés d'arrêter les populations, de jouer aux coupeurs de route. Ils sont mal formés, ils sont mal équipés, ils sont mal payés. Comment vous voulez pas que eux-mêmes, l'armée congolaise, elle-même, elle se livre à des trafics? Sinon, elle ne vivrait pas. Elle-même fait du trafic de minerais. Elle-même coupe les routes pour avoir de quoi survivre à ses besoins. Donc, tant qu'on n'a pas des services régaliens, des institutions fortes, des services régaliens, comment voulez-vous que ça ne soit pas le grand bazar et que tout le monde ne profite pas de ça? En plus, vous avez des populations totalement appauvries. Donc, quand vous n'avez plus rien à manger et qu'une Kalachnikov, ça coûte $40 et que ça va vous permettre de faire manger votre famille et de soigner votre petite sœur qui est malade, qu'est-ce qu'on fait qui ne le ferait pas? Vous voyez? Donc, je veux dire, il faut reprendre par le début. Il faut un État avec des pouvoirs régaliens, une armée, une police qui sont suffisamment payés. Il faut redistribuer aux populations pour qu'elles aient de quoi vivre, pour qu'elles puissent être éduquées. Parce que quand vous n'avez jamais été à l'école et que la seule chose que vous connaissez, c'est des groupes armés qui pillent et qui sont plus riches que vous savez bien ça en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu. Quel exemple vous donnez à la jeunesse si personne ne va à l'école et si des groupes armés arrivent à s'en sortir mieux que votre famille, voilà. Par rapport à ce tableau sombre que vous avez dépeint, écrit là, sur l'Afrique centrale, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une paix durable dans cette région? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
là où je suis assez optimiste, c'est qu'on sent que le monde est en train de changer. Et on sent des bouleversements du monde. Il y a eu l'élection de Trump aux États-Unis, de Donald Trump aux États-Unis. Il n'a absolument pas parlé de l'Afrique et on ne sait absolument pas ce qu'il va faire sur l'Afrique. On n'a même pas le début du nom du futur conseiller aux affaires africaines. Donc on n'a aucune idée de ça et on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais en revanche, Hillary Clinton est partie et on enterre Hillary Clinton. Et je pense que pour l'Afrique, c'est un moment important et c'est un moment qui permet d'être optimiste. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé en Afrique depuis l'arrivée de Clinton en 93, début des années 90, jusque maintenant, jusqu'à ce qu'Hillary était secrétaire d'État. Après, il y a eu l'épisode Bush de 8 ans. Mais quand même, début des années 90, c'est la dévaluation du franc CFA. Ce n'était pas une décision française. Je vous rappelle que François Mitterrand n'était pas d'accord. Hein. Ça a été poussé par Bill Clinton et les Américains. La dévaluation du franc CFA, à mon avis, l'Afrique francophone, qui a le CFA, ne s'en est pas remis encore. Parce que personne n'a pris ou alors en Argentine, mais des dévaluations de 50% aussi importantes. C'est les premières opérations Restaurope en Somalie, vous vous souvenez de cette catastrophe. C'est ce qu'on a appelé la diplomatie de la démocratie, des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, je lis, parce que je m'intéresse beaucoup à ce que pourrait faire Trump sur l'Afrique. Donc, je lis des papiers de gens qui pourtant sont de bons experts et de bons techniciens. Et l'autre jour, je lisais un qui disait c'est la fin avec l'arrivée de Trump, c'est la fin des nobles idéaux en Afrique. Mais dites-moi, depuis 30 ans, les nobles idéaux, ils sont où? Cette diplomatie de la démocratie, elle a donné quoi? Est-ce qu'on a empêché une guerre? Est-ce qu'on a empêché un dictateur de rester en place? On a soutenu Kagame lorsqu'il a fait sa guerre contre la République démocratique du Congo. C'est 6 millions de morts. Kagame et Museveni, les deux, qui ont toujours été très proches de Clinton et défendus par les Clinton, c'est quand même 6 millions de morts. On a eu tous les plans d'ajustement culturel, la globalisation, nanana. Donc maintenant on dit l'Afrique va perdre la Goa. L'Afrique va perdre la Goa. Je ne suis pas sûre qu'elle perde grand-chose. Et peut-être que maintenant, c'est un moment où, est-ce que Donald Trump ne va pas s'intéresser à l'Afrique? Je n'en suis pas certaine. Mais s'il ne s'intéresse pas à l'Afrique, est-ce que ce n'est pas le moment aussi où les Africains vont pouvoir s'intéresser à eux-mêmes et se prendre en charge et sans qu'il y ait des coups de billard à 6 bandes sur l'appui des grandes puissances à tel président en fonction de ses enjeux stratégiques? Je ne pense pas que les Américains vont lâcher le morceau non plus, il ne faut pas être naïf. Mais si on n'a pas cette politique du droit d'ingérence, qui a quand même donné le droit d'ingérence et la responsabilité de protéger, la R2P, ça a donné quand même la guerre en Côte d'Ivoire et la guerre en Libye. Et qui était secrétaire d'État au moment de la guerre en Côte d'Ivoire et de la guerre en Libye? C'était Madame Clinton. Donc je pense que c'est pas seulement une personne, une famille, c'est pas seulement la maison Clinton, c'est tout ce que ça représente d'une époque, de cette globalisation, de cette mondialisation, de cette diplomatie des droits de l'homme, de cette diplomatie de la démocratie, de ces leçons qu'on donnait en permanence, alors qu'on voit le constat. Quelles leçons il y a à tirer de ces 50 minutes qu'on vient de parler? Est-ce que dans les 30 ans en Afrique centrale, on a vu beaucoup de démocratie, on a vu beaucoup de droits de l'homme, on a vu beaucoup de toutes ces valeurs dont on nous parle? Donc je pense vraiment qu'on est en train de vivre quelque chose qui peut être intéressant et je pense qu'on va finir, c'est aussi une chose auquel je tiens,
on n'arrête pas de nous seriner ici, là, maintenant, des années. On nous parle de valeurs. Ces valeurs, c'est des valeurs morales. On s'en fout. Ça, il faut en tirer ça. Maintenant, on doit être sur des principes. Et les diplomaties, qu'elles soient françaises, européennes ou américaines, elles doivent être sur des principes. C'est-à-dire, elles doivent être sur des règles. C'est pas deux poids, deux mesures. Des bites à tricher, c'est pas non. Nous, on ne reconnaît pas ton élection parce que c'est un principe. Si on est sur une valeur, oui, mais des bites à tricher, mais la valeur de lutte contre le terrorisme est peut-être plus importante que la valeur de la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on fait une diplomatie de principe. Il n'y a plus de poids, de mesure. Il y a des règles, on les applique. Et peut-être que là, nous sommes dans un moment où le monde peut changer et qu'il y a beaucoup d'espérance à avoir. Merci donc Leslie Varenne. Je rappelle que schéma directeur, le thème c'était donc démocratie, paix et conflit en Afrique centrale. Cette émission est terminée. Je rappelle aussi que Leslie Varenne est cofondatrice et directrice de l'IVERIS, qui est bien, je le rappelle, l'Institut de veille et d'études des relations internationales stratégiques. Il faut noter que Leslie Varenne a été journaliste pendant 20 ans. Elle n'aime pas trop quand on parle de ce côté, journaliste d'investigation. Non, je ne le renie pas du tout, mais je suis passée à autre chose. Vous êtes une consoeur. Oui, ex-consoeur. Oui, mais je suis passée à autre chose et voilà, j'aime bien aller de l'avant. D'accord. Mais je ne renie pas. Je voudrais, au nom de l'équipe de production de Schéma Directeur, vous dire merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Bonsoir chez vous. Merci et à la prochaine pour un autre numéro de Schéma Directeur. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.